Bonsoir, merci de nous retrouver au cœur de cette édition du grand débat international qui s'ouvre à l'instant moment où nous célébrons le quatrième anniversaire de l'opération militaire spéciale de la Fédération de Russie du côté de l'Ukraine. Eh bien, alors que la guerre dans ce pays est bien rentrée clairement dans sa cinquième année, le monde se retrouve donc face à un paradoxe, un conflit qui devrait être court, s'est transformé en une guerre d'usure aux dimensions planétaires. 4 ans après l'offensive lancée par la Fédération de Russie, des milliers de kilomètres du front de l'Est européen reste donc le théâtre d'affrontements meurtrier d'un affrontement stratégique avec une avancée fulgurante de l'armée russe sur le terrain. Sur le plan militaire, la ligne bouge malgré le soutien de l'OTAN à l'Ukraine et le coût humain colossal de deux côtés. Sur le plan diplomatique, les tentatives de paix restent dans l'impasse. Moscou et Kiev campent sur leur position et les médiations internationales peinent effectivement à produire une solution durable. Alors que certains observateurs responsables politiques évoquent 2026 comme un moment potentiel de tournant ou de fin du conflit, tout indique que l'issue reste assez incertaine entre volonté de résistance ukrainienne et bien soutenue notamment par ses alliés européens, capacité de la Fédération de Russie à poursuivre naturellement la guerre, division au sein de l'Occident et pression géopolitique plus large, l'échiquier européen et mondial est donc en pleine récomposition. La paix est-elle possible pour 2026? On fait le point dans le cadre de cette émission qui s'ouvre à l'instant. Vous nous retrouvez, vous, amis téléspectateurs. Bienvenue donc à toutes et à tous à cette réflexion qui s'ouvre avec vous. Gamal, vous êtes internationaliste. Merci une fois encore, cher monsieur, de nous retrouver en direct. Allez, le temps pour nous de retrouver nos invités. Gamal Abina qui est avec nous. Gamal, on va poser la première réflexion autour de cette thématique. Eh bien, 4 ans après, personne, du moins si on s'en tient au discours et au narratif occidental, au soir donc du lancement de cette opération militaire spéciale, eh bien, plusieurs déclarations des officiels européens annonçaient effectivement que la Fédération de Russie n'avait pas la capacité de pouvoir tenir ne serait-ce qu'un mois de guerre. Aujourd'hui, on est à 4 années, ça fait 4 années de conflits intenses, donc effectivement, contre l'OTAN, cette alliance transatlantique qui a donc jusqu'ici n'a pas réussi véritablement à renverser la tendance du point de vue militaire, du point de vue opérationnel. Alors, quelles sont les grandes leçons que l'on peut de facto tirer d'abord sur le plan militaire? Oh, activez votre micro, Gamal. Alors, on n'a pas votre retour sonore en plateau. Votre Activé, il n'y a micro, pas de il est problème. Vous m'entendez? super, super. Oui. Très bien. Donc je disais, pour résumer les 4 ans de conflit qui ont eu lieu entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, occidentale de l'OTAN, on se rend compte que le démarrage du conflit, c'est 80 000 hommes russes qui s'engagent dans une opération qui vont appeler opération militaire spéciale, destinée à effectivement finir avec les échauffourées, les attaques régulières contre le Donbass. Donc on se souvient qu'en 2014, il y avait une tentative de régler le conflit par la négociation, qui avait déjà été le cas en 2005 d'ailleurs. Et à chaque fois, il y a eu des problèmes qui sont posés avec un non-respect des accords de Minsk. Donc les Russes ont décidé de prendre la manière forte. Immédiatement après cela, ils ont engagé une opération avec peu d'hommes parce qu'ils imaginaient naïvement que peut-être que ce choc d'une attaque pourrait conduire à ce que Zelensky soit destitué ou écarté du pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas de retournement de l'armée ukrainienne que les Russes avaient appelé de leur vœu. Bien au contraire, ils ont essuyé un revers au démarrage du conflit, ce qui a donné le sentiment faux à l'Occident que la Russie pouvait être mise en difficulté comme si elle affrontait à l'époque comme si c'était l'URSS qui affrontait à l'époque l'Afghanistan. On est très loin de cela. L'Afghanistan, c'était une fin de règne de l'Union soviétique qui était à bout de course. La Russie de Poutine, en 20 ans, a reconstitué ses capacités offensives militaires très développées, de haute technologie, avec des moyens offensifs très importants. La Russie, c'est 140 millions d'habitants contre une Ukraine à 40 millions d'habitants. Donc c'est quand même des rapports de force ultra disproportionnés en faveur des Russes, qui jouent à domicile, il faut le rappeler aussi, sont à leurs frontières. Et la Russie a engagé peu de force au démarrage, prenant pas tellement au sérieux cette opération. Avec l'augmentation rapide des moyens militaires alloués aux Ukrainiens, avec un soutien financier sans précédent de la part de l'Occident à destination de Kiev, les Russes se sont rendus compte que le conflit allait durer. Donc le premier pari a été un échec. Le second pari est faire un conflit qui soit limité dans le temps, ça n'est pas le cas, mais surtout un conflit qui soit limité en termes de pertes humaines et matérielles. Et c'est vrai que si la Russie avait voulu vraiment frapper violemment l'Ukraine, Kiev serait sous les bombes, la plupart des pays, la plupart des régions qui sont à l'ouest seraient effectivement bombardées, ça n'est pas le cas. Mais il se trouve que stratégiquement, ils ont bénéficié d'un soutien logistique important de la part d'un nouveau concept militaire qui est le drone Shahid
des Iraniens. Et ce drone Shahid qui a permis de contrebalancer la contre-offensive ukrainienne a complètement changé la configuration du conflit et a donné l'avantage aux Russes, qui n'ont pas choisi de faire un bombardement massif comme ils l'auraient fait face aux nazis à l'époque, mais plutôt un bombardement ciblé avec un grignotage kilomètre par kilomètre du territoire. Aujourd'hui, on consacre effectivement quasiment la prise de 20% du territoire par les Russes, donc c'est assez fort, avec effectivement un conflit qui, malgré tout, bon an, mal an, fait peu de morts en termes de quantité, quand on compare à ce qui se passe à Gaza, mais surtout, et c'est le plus important, une Ukraine complètement 15%, je crois qu'il y a à peu près 15 millions d'Ukrainiens qui ont fui le territoire, ça fait à peu près 30% de la population, une Ukraine qui aujourd'hui est incapable non seulement d'attaquer la Russie, mais surtout de tenir ses positions, et puis une Ukraine, et c'est le plus important, qui n'a plus les moyens financiers ni militaires de tenir ce conflit. Donc c'est la raison pour laquelle les États-Unis, qu'ils ont lâché après Biden, ont décidé de mettre fin au conflit. Alors on est très loin de la fin du conflit, on le sait, mais aujourd'hui, effectivement, sur 4 années, eh bien, on se rend compte que d'un côté, les Russes sont en très bonne position en dépit des 19 trains de sanctions qui ont été faits contre la Russie, ça n'a pas fonctionné, qui sont en très bonne position sur le plan militaire parce qu'ils produisent de l'armement dans des proportions incomparables, alors que l'Ukraine a besoin d'avoir de l'armement acheté à l'étranger, puisqu'elle a perdu cette ligne d'armement. Et surtout, on se rend compte qu'effectivement, en termes d'endettement, les Russes se portent très bien, alors que les Ukrainiens sont ruinés. Alors, Gamal, on se serait attendu effectivement après les contradictions qui ont effectivement suivi les déclarations des officiels européens que 4 années après que les uns et les autres essayent de reconsidérer leur position. Pourtant, on a l'impression qu'on n'apprend pas de ces erreurs côté occidental. En tout cas, on a suivi Ursula von der Leyen qui a d'ailleurs fait le déplacement de l'Ukraine aujourd'hui. Et 3 mois plus tard, on suit effectivement les officiels français qui maintiennent davantage la rhétorique qui a toujours effectivement animé, enflammé ce front de guerre communicationnelle, comme quoi l'Ukraine a les capacités de renverser la donne sur le terrain. Pourtant, techniquement, tout le monde le sait, c'est documenté, c'est structuré. C'est connu de tout ce que l'Ukraine perd tous les jours qu'il fait au moins 1 cm² de son territoire au profit de la Fédération de Russie. Comment expliquer, bien entendu, une telle démarche de la part de ces officiels français qui ne se rendent pas compte à la fin de toutes les contradictions qui ont animé effectivement la gestion de cette crise? Vous savez, Luc Michel, que vous avez certainement connu, le grand géopoliticien, disait, paix à son âme, c'est un ami d'ailleurs que j'ai beaucoup apprécié dans ses analyses, disait une chose très juste. Il rappelait que les Américains étaient prêts à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Ça, c'est du temps de Biden. Aujourd'hui, l'Amérique est moins encline à ça parce qu'elle sait que la défaite est consommée. Par contre, l'Europe, pour des questions simplement d'orgueil, de ne pas perdre la face, de ne pas avoir le sentiment d'avoir mis dans un fonds perdu, dans un puissant fonds, de l'argent et des capacités militaires, l'Europe espère un miracle. On ne parle plus de possibilité de victoire, mais de miracle. Ça rappelle les Wunderwaffen des Allemands, ces fameuses armes miracles que les Allemands voulaient proposer pour renverser la donne quand ils arrivent en 1944 au bout de la guerre. C'est vrai qu'ils avaient des armes extraordinaires, mais en quantité insuffisante pour faire face à une horde de militaires russes qui arrivaient avec des milliers de chars, des dizaines de milliers de chars. Mais surtout, et c'est le plus important, on est en bout de course, on n'a plus les moyens financiers, techniques, militaires, territoriaux, puisqu'ils ont perdu du territoire, de faire face à une invasion russe. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si les Russes vont conserver le Donbass. On sait que c'est réglé, c'est pas le problème. D'ailleurs, il n'y a même pas de partisans dans le Donbass, il n'y a pas de résistance. Les gens du Donbass ont accepté la Russie. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui risque de prendre encore plus comme territoire du côté ukrainien. Parce qu'il y a quand même des enjeux géostratégiques importants, comme les centrales nucléaires. Parce que, est-ce que le fleuve sera la frontière naturelle? Est-ce que ce fleuve constituera une ligne de démarcation ou est-ce que ce sera au-delà du fleuve? Donc je pense aujourd'hui que la posture occidentale hors États-Unis, puisque les États-Unis ont consacré la fin de la partie, du reste de l'Europe, comme Macron qui dit on ne va pas reculer, ce qui est stupide d'ailleurs de sa part, c'est le sentiment qu'ils ont parié sur un mauvais cheval et que ce cheval, effectivement, ne porte pas les fruits qu'ils avaient mis dessus. Donc ce cheval, effectivement, est un canasson qui est incapable de faire face, qui aujourd'hui essaie de sauver ce qui reste à sauver. Et de l'autre côté, les Européens poussent ce cheval à la guerre, alors que de toute façon, même les Ukrainiens n'y croient plus. Donc je pense que la problématique qui se pose avec Ursula von der Leyen, qui se croit en plus, elle se croit en 40, elle pense vraiment que c'est l'opération Barbarossa et que les Russes vont reculer. Donc elle n'a pas compris que l'histoire se répète. Rappelons quand même 3 fois dans l'histoire de l'humanité, que ce soit l'invasion du premier grand dictateur européen qui s'appelait Napoléon, qui a essuyé une défaite avec sa grande armée. Il a envoyé 600 000 hommes à la guerre contre les Russes. Il est revenu avec 100 000 hommes dans un état lamentable. Donc il a perdu 80% de ses forces. Ensuite, il y a Hitler, le 22 juin 1941, qui va faire la guerre avec l'opération Barbarossa.
Ça dure 3 ans, après il se fait laminer sur son territoire. Et aujourd'hui, l'Europe occidentale rêvait de refaire à nouveau le coup à la Russie, mais 3 fois, 3 échecs. Donc c'est vrai que d'imaginer qu'on puisse faire reculer l'ogre russe, rouge à l'époque, c'est complètement délirant. Alors on sent bien qu'il y a, là c'est un rapport malsain de fierté mal placée, d'orgueil mal placé, de sens des réalités complètement absent. Prenons l'exemple de Bruno Le Maire qui rêvait de mettre la Russie à genoux au niveau économique. C'était tellement stupide et fascinant qu'on se rendait bien compte qu'il ne connaissait pas l'adversaire russe. Eh bien, vous avez effectivement la même problématique aujourd'hui en termes militaires. Ils rêvent de victoires qui n'arriveront pas, ils rêvent de contre-offensives qui ne sont pas possibles. Et j'en veux pour preuve que la seule offensive de Koursk, rappelez-vous Koursk tout de même, dans la Seconde Guerre mondiale, Koursk, c'est la plus grande bataille de chars de l'humanité, qui verra des chars surpuissants nazis affronter des Russes, mais la proportion c'était 1 contre 10. Il n'y avait aucune chance de victoire, en dépit de la puissance des chars. Là, c'est pareil, la haute technologie occidentale face à l'appareil militaire russe, qui en plus est très technologique aujourd'hui, garantit une défaite absolue. Surtout que le rapport de force est quasiment à peu près, enfin j'exagère, mais à peu près pareil. On a 1 pour 4. Donc c'est vrai que rêver d'une victoire impossible, c'est des chimères, c'est un mirage qu'on fait miroiter aux Ukrainiens, qui n'y croient plus eux-mêmes d'ailleurs, avec évidemment près de 300 000 hommes, je crois, qui ont été tués, engloutis dans une guerre inutile, alors qu'il aurait fallu négocier. Donc je pense qu'aujourd'hui la Russie effectivement est en position de force, on le savait déjà depuis le début d'ailleurs, même si elle avait mal démarré la guerre, que l'Ukraine est en position de d'effondrement et que ce qui va poser problème au peuple ukrainien, c'est ce que je plains le plus, c'est que le peu de richesses dont dispose l'Ukraine, les terres rares évidemment, les terres noires dont on parle beaucoup, les terres qui garantissent une production de gaz, de blé très importante, mais surtout les industries, enfin tout ce qui constitue la richesse ukrainienne sera confisqué par ceux qui ont prêté l'argent pour la guerre, parce qu'il n'y a pas eu de dons, c'est que des prêts. Hein. Faut pas se tromper, il n'y a jamais de dons. Ils ont prêté l'argent pour les armements, pour la guerre, pour la reconstruction plus tard. Il y a fort à parier qu'effectivement, le grand perdant de l'histoire sera évidemment le peu d'Ukraine qui restera. Allez, le peu d'Ukraine qui restera donc malheureusement continue effectivement à creuser autour de ces quatre années de guerre. On n'est pas loin, Gamal, de la durée de la Première Guerre mondiale qui a fait quelque chose comme 4 ans et 3 mois et un peu plus et un peu moins par rapport à la seconde qui elle a duré un peu plus 6 ans. Mais est-ce que l'on était véritablement du point de vue, en tout cas global, est-ce que l'on était prêt à parier effectivement sur la durée de ce conflit à plus de 4 ans, puisque beaucoup se disaient effectivement au lendemain des événements de février 2022, et bien que la guerre pouvait faire quelque chose comme 3 mois, 4 mois, tout au plus 6 mois. Comment expliquer qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, alors qu'il y a véritablement un certain nombre de dispositions d'ordre institutionnel qui devraient davantage au mieux encadrer les relations du monde, comment expliquer que l'on ait effectivement une guerre qui dure assez longtemps, 4 ans, c'est quand même assez épuisant. Tous les pays en ont effectivement fait les frais. Alors, il faut savoir que, j'ai envie de dire simplement que la Première Guerre mondiale n'a pas été favorable aux Russes, qui avaient perdu face aux Allemands. Enfin, on se souvient effectivement du traité de Brest-Litovsk, qui a été un traité où les Russes avaient perdu du territoire et les avaient concédés aux Allemands. Après, Versailles passe par là et va déchirer ce traité. Ce qui fait que militairement, les Russes avaient perdu, mais que politiquement, ils l'ont remporté grâce aux Français, Anglais, Américains, bref, avec cette coalition. Aujourd'hui, on est sur une autre configuration. La Seconde Guerre mondiale, effectivement, qui a duré, en réalité, elle a duré 5 ans et demi, mais côté russe, en réalité, elle a duré que 3 ans. Enfin, on va dire 4 ans, on va dire, de 41 à 45, puisque c'est 45 qui consacre la fin de la guerre. Le 9, d'ailleurs, le 9 mai, pas le 8 mai pour les Russes. Et simplement pour dire que cette guerre était ingagnable. Alors les gens ont tendance à penser que les nazis étaient surpuissants. Ils avaient une grande puissance technologique, mais ils étaient vraiment inférieurs en quantité de production industrielle, militaire, technologique, ils ne pouvaient pas suivre. Et donc, quels que soient les moyens qu'ils utilisaient, ils perdaient. Là, c'est pareil, on a la même configuration. On a de la haute technologie côté occidental, sauf que les Russes ont rattrapé le retard, mais on a ce rapport de 1 pour 4. C'est-à-dire que même si les Russes envoyaient des milliers d'hommes à la guerre, in fine, ils sont obligés de gagner, puisque la quantité leur donne raison. Et le problème, c'est que c'est pire encore pour l'Ukraine, parce que c'est vrai que les armes qu'on leur envoie, les AMX français, c'est des vieux chars qui devaient partir à la casse. Donc on leur envoie de la ferraille en vérité, avec des moyens dérisoires. On leur a promis des avions de combat dont personne ne verra la couleur, parce qu'il faut former des pilotes. Mais surtout, on leur a promis des victoires possibles qui étaient impossibles. Quand on pousse l'Ukraine à attaquer quand même du côté de Koursk, il faut quand même violente. Parce que les Russes, ils reprochent aux Ukrainiens d'avoir chez eux des néo-nazis, ce qui est en plus revendiqué. Et ils envoient quoi? Ils envoient des néo-nazis. C'est pas très malin comme logique. Donc ça a radicalisé la population derrière son dirigeant. Donc déjà, il n'y a pas de con. Les sanctions économiques, c'était le deuxième levier de pression sur la Russie
les sanctions ont été de loin contournées largement au profit de la Russie. Donc, ils ont vraiment réussi leur coup parce qu'ils avaient préparé le coup. Et puis, pour ce qui concerne les actions militaires, quand vous donnez des moyens dérisoires ou vraiment au compte-gouttes, vous donnez 2-3 missiles par-ci par-là, 2-3 chars d'assaut et peu d'avions, voire pas du tout, comment voulez-vous gagner? Le ciel est russe, le terrain occupé est russe, les moyens offensifs sont russes, les drones de haute technologie sont russes. Je veux dire, à tout point de vue, les Russes avaient l'avantage, mais il se trouve qu'effectivement, on a voulu les endormir avec des belles paroles. Il faut savoir que la guerre, ça rapporte de l'argent, c'est un bon business. Et on sait toujours une chose, c'est un truc classique dans l'histoire de l'humanité, on sait toujours quand on commence une guerre, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Pourquoi? C'est pas une question de durée, c'est une question de stratégie. La Russie a parié sur une guerre d'usure. Elle n'attaque pas frontalement, elle ne fait pas un bombardement massif, puis elle fait tranquille, ils font des soirées encore là-bas. C'est pas le problème, c'est qu'elle grignote du territoire et a de grignoter l'ennemi. La guerre qu'on appelle les guerres d'usure, c'est les guerres qui sont les pires. C'est un peu comme l'eau sur la roche qui va grignoter la roche au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas tenir sur le terme parce que ça use les hommes, ça use les moyens matériels et les moyens financiers. Il faut tenir des positions, il faut alimenter ces positions, il faut tenir la logistique. Et tout cela, effectivement, face à une machine de guerre bien rodée comme celle de la Russie, est compliqué à tenir. Puis en même temps, comment voulez-vous alimenter la machine de guerre ukrainienne? C'est compliqué. Par voie terrestre, les Russes peuvent bombarder. Par voie aérienne, il y a le risque d'abattre les avions. À tout point de vue, l'Ukraine est un théâtre d'opérations militaires pour les Russes qui peut servir de prétexte. Et surtout, l'avantage majeur que les Russes ont démontré plusieurs fois, c'est qu'ils maîtrisent les missiles hypersoniques. Et une fois, ils ont fait une frappe sur 16 points simultanés en Ukraine. Ça a été la panique en Ukraine. C'est des frappes extrêmement précises qui ont été faites pour toucher des points très précis et très symboliques. Et bien, effectivement, du côté occidental, on s'est rendu compte que la Russie l'emportait haut la main. Donc, comment arrêter une guerre qu'on a voulu volontairement laisser pourrir? On aurait pu négocier dès le départ. D'ailleurs, c'était le cas des Russes au départ qui ont fait ça à Ankara. Eh bien, c'est que les Occidentaux se sont drapés dans de l'orgueil avec la certitude que, à la fois sur le terrain militaire et sur le terrain économique, la Russie allait s'effondrer. Ils ont renforcé la Russie économiquement et ils n'ont pas du tout mis en difficulté le terrain militaire qui aujourd'hui est complètement maîtrisé par les Russes avec une production industrielle considérable et qui a mis un coup de fouet à l'économie russe qui devient de plus en plus autonome. Donc oui, effectivement, le pari était une guerre qui serait perdue par la Russie et qui ferait de la Russie un pays paria. À l'arrivée, vous avez une Russie qui domine totalement la région, qui n'est même pas un pays paria, qui s'entend avec le 80% du reste du monde, et dont seul l'Occident essaie de raciser le pays, mais ça ne fonctionne pas. Allez, vous avez d'ailleurs rappelé effectivement qu'on a là face de nous une guerre d'usure, non pas dans une forme de front figé ou encore d'offensive peut-être majeure, mais également comment comparez-vous, et vous êtes d'ailleurs brièvement revenu là-dessus dans votre précédente prise de parole, mais de manière beaucoup plus précise, comment comparez-vous l'évolution aujourd'hui des capacités militaires des deux pays? Est-ce que vous avez l'impression que, au fur et à mesure, effectivement, que cette guerre perdure du côté de la Fédération de Russie, on est davantage rodé, notamment à une guerre de haute intensité, à tout point de vue, avec une industrie militaire qui fonctionne à merveille, et en face, on a une industrie militaire qui, passez-moi l'expression, est en pleine décrépitude, avec notamment un matériel militaire qui est assez vieillissant. Bref, comment comparez-vous véritablement l'évolution militaire de part et d'autre? Vous savez, l'évolution militaire est très simple. On a un Occident qui, en 92, après la chute de l'Union soviétique, considère que le risque à l'Est va disparaître. Et ils ont raison, puisque le pacte de Varsovie était littéralement démantelé, que l'OTAN va progresser au fur et à mesure via différents rounds d'intégration. Et donc, tous ces éléments font qu'effectivement, la domination occidentale est tellement forte face à une Russie qui s'effondre avec un dirigeant russe dont on sait qu'il le prédécesseur de Poutine, qu'il n'était pas très sérieux, c'est un type un peu alcoolique, complètement à la ramasse. Donc ils se sont dit, bon, la Russie, le problème est fini. Et effectivement, à ce moment-là, le risque à l'Est disparaît, le communisme s'effondre, l'idéologie n'existe plus. Et ce qui se passe, c'est que, comme le risque disparaît, bien les moyens militaires développés, mis en œuvre par l'Occident, vont baisser. On fera les économies sur tous les budgets militaires, on va réduire les capacités offensives. On se dit, bon, c'est bon, là, le parapluie de l'OTAN derrière, ça suffit largement. De toute façon, les Russes sont plus les ennemis. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y aura d'autres conflits ailleurs, au Moyen-Orient particulièrement, et on va un petit peu endormir la vigilance. Ensuite, les Russes, pendant ce temps-là, eux, avec l'arrivée de Poutine, qui va prendre la place de l'ancien dirigeant, je ne vais même plus le nommer tellement il était insignifiant, Poutine va effectivement, en bon soldat de l'ex-Union soviétique, connaissant très bien, parce qu'il parle allemand couramment, qu'il était basé en Allemagne d'ailleurs à l'époque de la guerre froide, va se dire je ne peux pas leur faire confiance. Parce qu'ils n'ont pas respecté les signatures, parce que le pacte de Varsovie a été démantelé, mais pas l'OTAN, alors que l'OTAN était destiné à faire face à la Russie.
soviétique, je veux dire. Et donc il se dit, bon, on s'est fait avoir, on ne peut pas leur faire confiance, il a à juste titre. Et il a commencé à se dire, on va restructurer la Russie, on va déjà garantir que la fédération ne sera pas détruite. C'est pour ça qu'il fera la guerre à nouveau contre la Tchétchénie. C'est la seconde guerre de Tchétchénie qui va être engagée par Poutine, avec une victoire large. Et il garantit effectivement que l'Ingouchie, toutes les régions du sud de la Russie, ne soient plus dans une perspective séparatiste. Une fois qu'il a consolidé la Russie, il a garanti que les pays qui étaient limitrophes de la Russie soient des alliés solides et que s'ils étaient déstabilisés, ils interviendraient, ce qu'ils ont fait, comme au Kazakhstan récemment. Mais il a surtout fait une chose assez importante, c'est qu'il a restructuré l'armée, modernisé l'armée, alloué des crédits considérables, des capacités offensives de haute technologie que la Russie ne connaissait pas du temps de l'Union soviétique. Donc l'armée est devenue très puissante. Il y a 3 pays au monde, 4, si on va en rajouter un, qui maîtrisent les missiles hypersoniques, donc il va y avoir plus de Mach 2, 3, 4 jusqu'à Mach 16. Il y a la Russie, on le sait déjà. Il y a la Chine, ça va de soi. Il y a le petit frère de la Chine, qui est la Corée du Nord. Et il y a l'Iran. Voilà, il y a 4 pays au monde qui maîtrisent parfaitement les missiles hypersoniques. L'Occident fait quelques missiles hypersoniques, mais il ne maîtrise pas la technologie. Ils ne sont pas à ce niveau-là. Ce qui fait que la Russie a pris l'ascendant en termes de missiles hypersoniques sur l'Occident, donc il s'est redevenu numéro 1, qu'elle a pris l'ascendant en termes de budget militaire, puisqu'elle n'a jamais baissé ses capacités militaires. Elle est loin derrière les États-Unis, c'est vrai, mais c'est constant depuis 25 ans, pour être très précis, et que la Russie a considéré qu'il y aurait, de façon un jour ou l'autre, un conflit direct avec l'OTAN via, effectivement, un proxy. Ça a été l'Ukraine. Ça aurait pu être un autre pays, parce qu'il y avait plusieurs pays qui étaient en tension à un moment donné. C'est l'Ukraine qui l'est devenue. Et donc, le fait que la Russie ait rattrapé son retard technologique, plus ses capacités offensives, plus ses capacités de mobilisation d'une population qui est totalement favorable, il faut le dire, à Poutine. Il n'y a pas de manifestation anti-Poutine en Russie, bien au contraire. Eh bien, ça les a préparés à un conflit de longue haleine. Or, les Russes sont coutumiers du fait. Déjà dans la Grande Guerre, comme on l'appelait, la Grande Guerre patriotique, qui était voulue à l'époque par Staline, puisqu'il avait joué la carte de la mobilisation nationaliste, eh bien, dans cette Grande Guerre patriotique, ils avaient en face de gens très technologiquement avancés, très puissants et déterminés, très racistes, les nazis. Et pour autant, ils ont remporté la mise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont parlé sur plusieurs éléments. La détermination nationaliste russe, les partisans qui ont fait beaucoup de mal aux nazis, et des offensives majeures avec des moyens considérables et en termes numériques plus importants. C'est exactement ce à quoi nous avons affaire en Ukraine, avec le marqueur supplémentaire de moyens technologiques importants et de moyens technologiques de qualité. C'est ce qui fait la bascule. Donc aujourd'hui, on voit les missiles hypersoniques justement, il y a fort à parier que l'Ukraine s'effondre sous peu, c'est à peu près certain, que Zelensky, qui veut s'entêter parce qu'il écoute de mauvais conseilleurs, ne se rend même pas compte des réalités de terrain, parce qu'il n'y est pas sur le terrain, malheureusement, et surtout qu'on continue à absorber des vies inutilement alors qu'on pourrait négocier. Les Américains veulent en finir avec son conflit parce qu'ils ne sont pas intéressés par la confrontation avec la Russie, eux c'est la Chine qui les intéresse. Les Européens veulent continuer le conflit parce qu'ils se sont fait littéralement flouer, imaginant un peu naïvement qu'ils pourraient remporter une victoire décisive face à ce grand voisin. Et une analyste à l'époque, Michel Bacharan, c'est comme ça qu'elle s'appelait, avait dit dans les années 90, arrêtons d'humilier la Russie. Arrêtons de la considérer comme une quantité négligeable. C'était du temps, effectivement, du prédécesseur de Poutine. Arrêtons cela parce que le jour où l'ours russe, c'est comme ça qu'elle l'a nommé, sortira de sa tanière, le jour où il sortira de sa léthargie, le jour où il montrera à nouveau les dents et les griffes, ce jour-là, le monde va pouvoir commencer à trembler. Et c'est effectivement ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Les griffes matérialisées par les missiles hypersoniques, les dents très acérées parce qu'ils ont vraiment des raisons d'en vouloir à l'Occident, et une détermination sans faille tel un ours qui sort de sa grotte. Oui, malheureusement, on vit encore en tout cas cette forme d'inimitié entre l'Europe et la Fédération de Russie. On a du mal effectivement à pouvoir accorder ces violons. Pourtant, l'oncle Sam, par l'entremise effectivement de Donald Trump, essaie effectivement de mettre un peu d'eau dans son moulin, à l'effet donc de considérer à sa juste valeur cette force puissante, cette puissance militaire que représente aujourd'hui la Fédération de Russie. Tout à l'heure, je convoquais le déplacement de Ursula von der Leyen du côté de Kiev, alors qui a d'ailleurs justifié sa présence aux côtés en tout cas du gouvernement de Kiev pour réaffirmer, dit-elle, le soutien indéfectible de l'Europe à l'Ukraine, financièrement, militairement, tout au long de ce rude hiver, pour souligner notre engagement constant envers le juste combat de l'Ukraine, a donc écrit la présidente de la Commission européenne, qui a ajouté, je cite, que l'Union européenne ne relâchera pas ses efforts tant que la paix n'aura pas été rétablie aux conditions
de l'Ukraine. On reste là véritablement dans ce que vous avez convoqué tout à l'heure, la volonté de l'Union européenne de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, puisque visiblement d'ailleurs l'année 2025, les statistiques, nous les avons consultées, je n'ai pas les chiffres avec moi sous mes yeux, mais l'année 2025, Gamal, elle a été la plus meurtrière, surtout côté civil, de la part notamment de l'Ukraine. Mais comment véritablement analyser cette posture de l'Union européenne au moment où on sait le parrain américain, le tutorat américain s'est retiré notamment en ce qui concerne notamment l'appui financier même militaire à l'Ukraine et que vaut finalement cette approche de l'UE? Je pense que l'Union européenne qui est en train de se voiler la face, de se fourvoyer, avec une von der Leyen qui n'est pas élue, il faut le rappeler. Von der Leyen, elle est nommée, c'est une atlantiste à fond, c'est une femme qui a un problème avec son passé, je crois, elle n'est pas très nette par rapport à ça. Et c'est une femme qui a un prisme anti-russe qui est assez délirant. Donc von der Leyen veut la guerre depuis tout le temps, aurait fait tout et n'importe quoi pour avoir la guerre. Je donne un élément très probant. Elle a fait interdire une chaîne avec laquelle j'ai travaillé qui s'appelait RT France, et tous les RT d'ailleurs, Russia Today, en Europe, Allemagne, Angleterre. Elle a fait interdire cela, pourquoi? Enfin interdire, elle a fait suspendre, c'est même pas une interdiction, c'est une suspension, tant que le conflit dure. Donc, von der Leyen veut contrôler tout le récit du conflit et ne veut pas entendre un autre son de cloche que le sien. On est dans de la censure active, on est dans quelque chose d'inquiétant, d'une femme, il faut le rappeler encore une fois, président de la Commission européenne, nommée par ses copains, pas nommée par le peuple, donc antidémocratique. Je trouve anormal qu'en Europe, on accepte que cette femme soit une sorte de super président européen qui prenne des décisions pour le reste des Européens. Il y a un problème avec ça et je pense qu'il va falloir régler ces questions-là parce qu'en termes démocratiques, c'est inquiétant. On ne peut pas donner un tel pouvoir à une femme aussi agressive en plus en l'occurrence. Ensuite, c'est pas elle qui meurt sur le terrain évidemment, sur le théâtre d'opération. C'est les jeunes Ukrainiens, des jeunes Russes. C'est pas elle et ça l'intéresse pas. Elle, ce qui l'intéresse, c'est juste le business de la guerre et c'est dommage. Et il faut vraiment penser. Je crois qu'il y a un prisme anti-russe qui est assez violent aussi. Je connais pas son passé, mais c'est quand même bizarre cette obsession anti-russe. Mais au lieu de négocier, parce qu'il y a le meilleur compromis dans la vie, c'est la négociation. Aller au conflit, c'est comme quand on va en justice. C'est une défaite. Il mieux vaut aller à la négociation et avoir un mauvais compromis qu'un bon conflit. Et bien, en l'occurrence, elle préfère le bon conflit. Alors, quand je dis bon conflit, j'ironise, bien évidemment. Il n'y a rien de bon dans un conflit, puisque c'est du sang, des pertes, de la destruction, enfin, c'est l'horreur. Et donc, cet entêtement qu'elle observe, alors qu'elle sait qu'elle a absolument plus les moyens, en dépit des 27, de pouvoir ruiner l'Europe dans une alimentation d'une guerre qui ne sera pas rentable, puisque le retour sur investissement il est absolument impossible. C'est les Américains qui vont prendre tous les marchés. Eh bien, ça donne le sentiment qu'elle est en train de lancer son pays, enfin son Europe plutôt, vers une défaite annoncée. Et comme elle est très orgueilleuse et arrogante, comme elle croit encore à des victoires fantaisistes, comme elle s'imaginait encore qu'il y a une possibilité d'en finir avec la Russie alors que c'est impossible, eh bien, elle va aller jusqu'au bout du dernier Ukrainien, je l'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement peut-être interroger les peuples européens pour dire que cette femme ne représente pas les peuples, que les peuples aspirent à la paix en général, et que la meilleure solution possible, la meilleure possibilité de sortir de ce conflit, c'est qu'effectivement, la partie Donbass soit cédée aux Russes, parce que de toute façon, les gens du Donbass acceptent la Russie, donc c'est réglé, et que la partie ukrainienne soit cédée, reste à l'Ukraine avec la possibilité de faire un plan de reconstruction sans rentrer dans les conflits inutiles. L'Ukraine est devenue une véritable, je ne sais pas dire d'ailleurs, déjà en 41, l'Ukraine était déjà une obsession de l'Allemagne. Donc l'Ukraine est devenue une véritable, c'est une pomme de discorde inutile, alors que ça pourrait être un terrain effectivement de réconciliation. Mais par les Américains, alors paradoxalement, c'est Trump qui est le plus modéré. C'est vous dire un peu le niveau de cette von der Leyen. Trump est plus modéré que von der Leyen. On se pose des questions sur la santé mentale de cette femme. Mais il est certain, effectivement, qu'aujourd'hui, on a un conflit qui dure depuis trop longtemps, que c'est des milliers de morts inutiles, et qu'effectivement, au lieu de perdre des sommes faramineuses d'argent dans la destruction, il faudrait peut-être envisager de les allouer à la reconstruction. Alors, il y a certes des discours de la part de von der Leyen, Gamal, mais il n'y a pas d'acte concret. L'Ukraine demandait, je crois, quelque chose comme 90 milliards de dollars pour espérer véritablement continuer à alimenter le front de guerre, ce que l'Union européenne, du moins Ursula von der Leyen, n'a pas mentionné dans ses propos, du moins elle n'en a pas fait mention dans son discours de circonstances de ce jour. Et c'est-à-dire finalement qu'on est là dans des discours creux qui n'auront rien de concret. Sinon, pourquoi continuer à entretenir une telle entourloupe, tout qu'on sait que économiquement, du moins on
en bas de l'aile. Tous les pays européens ont du mal véritablement à gérer les crises, qu'elles soient internes, avec l'inflation qui est de plus en plus galopante. Que recherche, in fine, Ursula von der Leyen, alors qu'il l'a dit tout à l'heure, c'est un produit c'est un produit américain, mais qui veut se la jouer un tout petit peu solidaire aujourd'hui dans une démarche où les États-Unis d'Amérique cherchent par contre une issue de sortie, en tout cas la guerre du côté de l'Ukraine. Alors pourquoi l'Union européenne pourra-t-elle finalement apporter ce soutien financier? Comment expliquer le silence de von der Leyen sur la question en tout cas du financement? Qu'attend l'Ukraine en tout cas pour espérer véritablement continuer à alimenter le front de guerre? Alors déjà, ce qui fait qu'il n'y ait pas de financement, c'est qu'elle est bloquée parce que la Hongrie, il me semble, et la Tchéquie, sont opposés au financement parce qu'ils ont des problèmes avec l'Ukraine qui refusent de laisser le pétrole russe aller alimenter leur territoire. Donc déjà, ils ont dit il n'y aura pas de budget. Ce qui fait qu'elle ne peut pas parler de budget, puisqu'elle ne l'a pas, tout simplement. Donc c'est beaucoup l'esbrouf, mais dans les faits, sur un plan budgétaire, c'est bloqué, parce qu'il faut les 27 pour être d'accord, il faut l'unanimité. C'est comme ça que fonctionne l'Europe. Quelles que soient les décisions stratégiques, c'est l'unanimité des 27 pays. Si tout le monde n'est pas d'accord, s'il y a un seul pays qui est contre, c'est réglé, on n'en parle plus. Ensuite, l'autre aspect, c'est faire durer le conflit. Ça, par contre, c'est quelque chose d'intéressant pour elle parce que c'est un conflit qui pourrit. C'est ce qu'on appelle un conflit larvé, un conflit qui use les forces. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt l'Ukraine qui subit l'usure de la guerre d'usure parce que la Russie grignote du territoire. Mais il n'en demeure pas moins que le temps d'allouer des forces sur un territoire, qui sont déportées de Russie évidemment, c'est un coup pour la Russie. Le pari européen, c'est pas une victoire rapide des Russes parce qu'ils ont compris que la Russie ne voulait pas balayer l'Ukraine, elle ne veut pas détruire ses frères slaves, c'est une chose. Le pari européen, c'est que la Russie s'enlise dans un conflit qui dure. Et c'est un peu, je dirais, en termes de comparatif, c'est un peu le même rapport que les Américains quand ils vont au Vietnam. Au départ, ils envoient quelques petites forces, des conseils militaires, puis ils montent en puissance au fur et à mesure et finissent par s'enliser dans un conflit. Parce qu'évidemment, les Russes, tant qu'ils sont dans le Donbass, ils sont sur un territoire conquis avec une population qui leur est acquise. Il n'y a pas de partisans dans le Donbass, il n'y a personne qui lutte contre les Russes, il n'y a pas d'attentat, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est-à-dire que le Donbass est russe. En revanche, les territoires sur lesquels ils sont en train de manger, entre guillemets, la Russie, le grignotage qu'ils sont en train d'opérer, celui-ci est plus problématique. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes sur un territoire hostile. Les Ukrainiens du côté de l'Ouest sont très hostiles, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est une hostilité qui existait déjà dans les années 30, 40, ça ne s'est jamais arrêté. On se souvient de l'Holodomor, donc l'Holodomor c'est le moment où la Russie des soviets avait confisqué une grande partie de la production céréalière ukrainienne, ce qui a conduit effectivement des famines sans précédent en Ukraine, et donc ça a laissé des marques dans l'esprit des gens, un inconscient collectif qui en veut à la Russie de l'époque de Staline, mais après la Russie soviétique, et donc tout ça fait que le terrain à l'ouest ukrainien est très défavorable. J'en veux pour preuve que lorsque les nazis vont envahir la Russie le 22 juin 41, au moment où ils lancent Barbarossa, ils arrivent en Ukraine, ils sont reçus avec des fleurs du côté est. Ils ne sont pas reçus avec des balles, hein. C'est-à-dire que les nazis sont arrivés sur un terrain qui leur était favorable. Après, ils se sont mal comportés parce qu'ils ont considéré que les Ukrainiens étaient des sous-hommes, Untermenschen. Donc, ils les ont tous massacrés. Mais c'est vrai qu'au moment où ils arrivent, ils sont perçus comme des libérateurs. Et ça, c'est quelque chose de notoire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit une Ukraine qui résiste comme elle peut, évidemment, avec les moyens qu'elle a, l'intérêt de l'Europe, c'est pas tellement la victoire, ils savent très bien qu'elle est impossible, c'est d'enliser la Russie dans un conflit qui dure, et si les Russes commettent l'erreur de contrôler des parties de territoire qui leur sont hostiles, comme les États-Unis au Vietnam, ils perdraient au moins la guerre sur ces territoires. Et puis on voit bien comment on a du mal, effectivement. Mais est-ce que cette démarche européenne, Gamal, est-ce que c'est ce qui, de votre point de vue, bloquerait aujourd'hui les discussions avec les États-Unis d'Amérique, qui ont décidé effectivement d'écarter littéralement l'UE des négociations du côté de l'Ukraine et décident effectivement de dialoguer uniquement avec la Fédération de Russie? Comment expliquer eh bien, le fait que jusqu'ici, on n'est pas d'issue effectivement à ces négociations entamées, en tout cas depuis bientôt un an, du moins depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Déjà, Trump est excuse-moi du terme, une grande gueule, hein. C'est quelqu'un qui dit beaucoup de bêtises, qui parle, qui aboie littéralement, et qui se vante de choses qu'il ne peut pas faire. Il a dit ce serait réglé le conflit avec moi en 24 heures. Bon, ça fait juste 12 mois, donc les 24 heures sont largement passées. Donc je pense que Trump, c'est l'esbrouf classique. Par contre, il a tenu parole. Il a dit qu'il ne veut plus de ce conflit. Il a retiré tous les budgets militaires, les moyens militaires. Donc déjà, à ce niveau-là, il va épuiser le conflit. Comment voulez-vous arrêter un conflit qui s'apparente réellement en dehors de l'intervention russe à une guerre civile au départ? Donbass, c'était la guerre civile. Hein. Eh bien, simplement parce qu'il suffit d'alimenter
pour que le conflit dure en armes et en hommes, plus une idéologie. Là, en l'occurrence, si vous asséchez l'alimentation de ce conflit en finance et en armes, ce que fait l'Amérique, ça devient compliqué. Et c'est le cas. Sur le terrain ukrainien, ils font que reculer. Ensuite, c'est vrai que l'Europe tente son va-tout en espérant maintenir un conflit qui est impossible à gagner. Sauf que les budgets militaires européens qui viennent d'être votés, des budgets qui vont de 100 milliards de dollars à 400 milliards pour la France sur 5 ans, sont des budgets qui mettront, pour produire leurs effets, 3, 4, 5, 6, 8 ans. C'est pas comme ça. On fabrique pas du jour au lendemain des milliers d'obus, de chars d'assaut, d'avions de qualité. Donc tout cela pour dire que c'est une tentative désespérée de l'Ukraine, mais qu'on sait que les moyens offensifs européens, s'ils voulaient juste équiper l'Ukraine de leurs missiles et de leurs moyens de destruction à distance, ne dureraient que 15 jours, en termes de quantité, je veux dire. Si toute l'Europe mettait ses moyens en Ukraine, ça durerait 15 jours. Donc la guerre est perdue, parce qu'il n'y a plus de couverture. Donc aujourd'hui, par rapport à la Russie qui fait ça toutes les semaines, donc aujourd'hui, parce que la Russie tirait 6 000 obus par jour, 6 000 obus par jour. Il n'y a pas un Européen qui tient une semaine avec ça. Et donc, je dirais simplement, c'est que la Russie fait montre de retenue malgré tout, même si elle est morte, que l'Ukraine est soutenue par des gens qui ont peu de moyens pour les soutenir, à part l'idéologie de dire qu'il faut tenir un coûte que coûte, et que cet entêtement européen qui s'oppose aux Américains les conduit à l'impasse nécessairement. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, l'OTAN, c'est les États-Unis. Et si les États-Unis sont plus actifs dans l'OTAN, il ne reste plus grand-chose. C'est une pointe avancée, mais une pointe ébréchée plutôt. Donc c'est très éméchée même quelque part. Donc c'est très hasardeux de maintenir ce conflit inutilement. Mais évidemment, là on parle plus de conflit rationnel. On parle d'une Europe qui a espéré un Biden au pouvoir, ou du moins Kamala Harris, qui était sa successrice. Ça n'a pas fonctionné. Qui se sent complètement abandonnée et qui se rêve encore une victoire impossible. Et on parle d'orgueil. Parce que c'est de l'orgueil. Je veux dire, quand Macron, par exemple, dit « Nous n'abandonnons pas l'Ukraine », d'abord au nom de quoi il s'arroge le droit de soutenir l'Ukraine, pour commencer, mettons ça de côté. Puis au nom de quoi il dit « Nous n'abandonnons pas ». Lui tout seul, pas la France. Les Français ne suivent pas là-dessus. Pareil pour von der Leyen, elle ne représente pas l'Europe, elle représente qu'elle-même et sa commission. Eh bien, elle dit « Nous n'abandonnons pas l'Ukraine ». Mais dans les faits, l'Ukraine est abandonnée. Parce que ce qui finance l'Ukraine, c'est l'Amérique. Les armes sont américaines, les moyens logistiques sont américains, les photos satellitaires sont américains. Donc tout ça, c'est une plaisanterie, une vaste mauvaise plaisanterie qui continue inutilement à coûter la vie de jeunes hommes, qui n'ont pas besoin de mourir pour ce conflit inutile. Et moi, je pense sincèrement aujourd'hui qu'en dehors du fait qu'ils s'accrochent désespérément à des chimères, les Européens seront de toute façon, face au mur qui arrive à vitesse grand V, obligés de se rendre compte que la défaite est consommée. Et là, on va aller sur un terrain, ils vont essayer d'avoir une victoire symbolique à droite ou à gauche, mais on va aller sur un terrain réel de négociation. Puis je vous donne des éléments très matériels, par exemple. Quand j'écoutais les informations ici en France, je constatais tous les jours, surtout sur les médias comme LCI, qui nous faisait un roman littéralement de fiction sur la réalité de terrain. Il vous parlait de reprises par les Ukrainiens de 2-3 km², ce qui ne veut rien dire d'ailleurs en termes militaires, ça n'a aucun sens. On prend des villes, on prend des villages, on prend des zones stratégiques, pas des kilomètres carrés. Donc il parlait de ça comme des victoires, alors qu'en fin de compte c'était des pis-aller, c'était idiot. Et le contraire, quand les Russes prennent des dizaines de kilomètres carrés par jour, là on n'en parle plus. Donc ça veut dire vraiment il y a une volonté de faire croire qu'on ne voit pas la défaite annoncée, mais c'est bien une défaite qu'ils vont essuyer en Ukraine, et ce sera malheureusement pour l'Europe, j'aurais le dire, même l'Europe, pas nécessairement l'Asie, une fois de plus, une défaite face aux géants russes. Allez, vous le dites si bien, il y a une défaite qui se profile donc clairement à l'horizon contre contre l'Europe, une défaite à tout point de vue, en tout cas défaite diplomatique, défaite stratégique, défaite militaire, puisque en tout cas les objectifs recherchés par lui au début de cette guerre n'ont pas été accomplis. On avait misé peut-être, oui, techniquement, stratégiquement, les experts militaires européens savaient que la Fédération de Russie avait la capacité effectivement de pouvoir répondre sur le terrain, mais l'on avait misé sur une forme d'isolation diplomatique de la part de la Fédération de Russie. On voit que ça n'a pas marché. D'ailleurs, toute l'Europe est unanime sur le fait qu'il faille absolument renouer avec le dialogue politique aujourd'hui avec la Fédération de Russie. Si la guerre s'arrêtait là, à tout point de vue, oui, il y a peut-être des pertes humaines de part et d'autre, puisqu'il y a, en tout cas, cette guerre, et c'est plus ou moins généralisé. On a vu les contributions militaires africaines, aux côtés notamment soit de l'Ukraine ou encore de la Fédération de Russie. On ne va pas y revenir, ce n'est pas le débat de ce soir, mais si elle venait à s'arrêter aujourd'hui, est-ce que l'Europe aura finalement tiré les leçons de ce feuilleton, ou elle aura été peut-être embarquée rapidement par l'oncle Sam et abandonnée, on va dire, clairement en plein vol?
Oui, il y a beaucoup de ça, parce qu'en général, vous savez, moi je note les deux premières guerres, enfin première et seconde guerre mondiale, la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale, pour être très précis. Lorsque l'Europe s'embarque dans une guerre, l'Amérique regarde ça de très loin, hein. Elle n'est pas intéressée, elle est très isolationniste, et elle finit par arriver au bout de la guerre en 17 pour la Première Guerre mondiale et en 44 pour la Seconde. Là, c'est le contraire. Là, l'Amérique pousse à la guerre sur le démarrage du conflit, et finalement abandonne le conflit au bout de 4 ans. Donc on est vraiment dans un rapport d'inversion totale où l'Amérique redevient isolationniste alors que c'est là où elle devrait être présente si elle voulait une victoire européenne. Ce qui veut dire qu'effectivement, les Américains ont une perception de l'Europe, la vieille Europe comme ils l'appellent, étant comme un corps étranger très éloigné et qui n'est pas rentable pour eux, qui leur coûte de l'argent. Ça a été rentable qu'après la Seconde Guerre mondiale parce que le plan Marshall a rapporté des sommes faramineuses aux États-Unis jusqu'à les années 2000. Donc ça, effectivement, c'est rentable. Mais l'Europe d'aujourd'hui ne les intéresse pas. C'est une Europe qui est déjà construite, qui n'est pas détruite, qui n'est pas à reconstruire, qui a un endettement délirant, donc qui ne sont pas tellement intéressants sur le plan financier. Et surtout, c'est une Europe qui est effectivement vieillissante sur le plan de la population cette fois-ci, et vieillissante sur le plan de la production industrielle. Donc elle est concurrencée par le géant chinois qui, lui, est très très puissant. Hein, et ils avancent très très vite, les Chinois, on ne se rend pas compte de la vitesse. Et donc les États-Unis voient le danger chinois, le péril jaune, comme il l'appelait à l'époque, et ne voient plus le danger européen, enfin, ne voient plus le. Donc ils les ont laissés livrer à eux-mêmes. C'est vraiment j'ai envie de dire que c'est vraiment une histoire qui s'est inversée et qui a un caractère un peu ironique. Parce que l'Amérique qui par deux fois sauve l'Europe, d'abord la Première Guerre mondiale, elle le sauve, enfin, plus ou moins sauvée, mais surtout la Seconde Guerre mondiale, elle sauve l'Europe, non pas des nazis, mais des Russes, hein, tout simplement. Elle empêche les Russes de prendre tout le contrôle de l'Europe. Donc pour des raisons politiques et stratégiques, bah, cette même nation américaine abandonne l'Europe face à une Russie dont elle sait parfaitement qu'il n'y a pas de visée expansionniste. Les Russes veulent sécuriser leurs frontières et uniquement leurs frontières. Le reste, ils s'en fichent complètement. Donc les Européens ne seront pas envahis par les Russes, et Dieu merci. Les Américains le savent parfaitement, donc aucun intérêt de les défendre. Puis le communisme, encore une fois, n'existe plus. Donc le danger rouge a disparu. Le dernier danger qui reste pour les Américains, c'est le danger, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le péril jaune, le danger asiatique, et le danger chinois particulièrement. Et c'est là où ils veulent concentrer leurs efforts, tout en abandonnant à l'Europe et leur vieille chimère de victoire contre la Russie, ils les abandonnent à leur propre destin, en vérité. Allez, plus que quelques réflexions pour refermer cette édition. Gabal, la question centrale de cette production, verra-t-on la fin du conflit en 2026? Si oui, à quelles conditions? Alors, je pense que le conflit s'achèvera d'abord parce que les Américains sont en train de faire des pressions considérables sur Zelensky qui ne prennent pas au sérieux. Ensuite, parce que les Européens risqueraient de voir une pression américaine à leur tour. Parce que les Européens tentent de booster un Zelensky en bout de course, et ça, je crois que c'est très mal vécu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pays qui, je parle de l'Europe, une Europe plutôt, qui tente son va-tout, un Zelensky qui est en bout de course, une Russie toute triomphante, et une Amérique qui veut mettre fin au conflit. Vous imaginez que la configuration est plutôt favorable aux visées russes. Parce que les Russes, finalement, on se retrouve de fait, même s'ils ont des ambitions, alliés des États-Unis, ce qui est quand même assez paradoxal. Alors que les Ukrainiens se retrouvent très isolés avec une Europe en bout de course, comme je le disais. Je pense que le conflit s'arrêtera au moment où Zelensky sera obligé de négocier directement avec la Russie, sous l'égide des Américains, et une signature qui lui sera arrachée. Il sera obligé d'accepter les termes de la fin du conflit parce que l'Amérique a des intérêts avec la Russie, parce qu'elle est en train de relancer la relation économique, et parce qu'elle n'est pas intéressée par un triste sire, on le voit en photo là, Zelensky, qui a conduit son pays à la défaite. Vous savez, on n'aime pas les perdants dans l'histoire, on aime les gagnants. Zelensky est un perdant. Allez, Gamal, on va tenter de refermer, mais on a vu effectivement qu'au début de cette guerre, on voyait en tout cas la classe dirigeante occidentale qui tentait de dénoncer davantage la guerre qui sévissait du côté de l'Ukraine et demandait effectivement, du moins souhaitait que le monde ne revive plus eh bien, une telle barbarie, passez-moi l'expression. Mais sauf qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le monde tel que vous le voyez de point de vue, en tout cas du point de vue géopolitique, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'éloigne finalement, que on se dirige vers la multiplication des foyers de tension, ou alors on a des capacités d'endiguer finalement ces foyers de tension à travers le monde? Est-ce que le monde, euh, la géopolitique mondiale telle que nous l'observons, ne va-t-elle pas, on va dire fatalement, nous conduire vers la naissance des foyers de tension et des guerres beaucoup plus généralisées? On convoque par exemple la situation du côté de l'Iran et même du côté du Soudan, on en parle très peu. Alors oui, bon, le Soudan, malheureusement, c'est l'Afrique, encore une fois. L'Iran, c'est une tension géopolitique majeure parce que c'est la consécration de la rupture entre l'Est et l'Ouest. Hein.
parce que l'Iran est soutenu par la Chine et la Russie indirectement, pas directement, mais indirectement, en équipement militaire, en soutien géopolitique, en soutien politique. Donc effectivement, l'Iran est un vrai problème. Je ne crois pas au soutien russe par rapport à l'Iran, parce que les Russes ont un intérêt en Ukraine que les Américains ont compris. Donc ils vont pas affronter la Russie sur la question iranienne, sachant que les Américains veulent faire arrêter le conflit en Ukraine. Les Chinois sont beaucoup plus frontaux là-dessus, parce qu'effectivement, ils savent que les Américains en veulent, pour des raisons X et Y. Et je pense que les foyers de conflits qui vont naître comme des confettis un peu partout, c'est pas un peu partout dans le monde malheureusement, c'est un peu partout en Afrique. Parce que l'Afrique est un enjeu considérable, parce que l'Afrique a toujours été un théâtre de conflit pendant la guerre froide. C'est elle qui a subi le plus lourd tribut en matière de conflit de la guerre froide. On avait l'Asie, c'est vrai, il y avait des grandes guerres ouvertes, il y avait la Corée de 50 à 53, il y avait le Vietnam face à la France, enfin l'Indochine, puis le Vietnam face aux États-Unis. Il y a eu tout un tas le Cambodge, enfin, j'allais dire simplement, jusqu'au Japon, ça a commencé au Japon d'ailleurs, tous ces conflits-là sont consécutifs d'une guerre froide qui est arrivé tout de suite, parce que la guerre du Japon face aux États-Unis, les bombes atomiques, c'était pour stopper la Russie. Donc c'est quand même très important de rappeler que c'est le début de la guerre froide. Et tous les pays qui étaient impactés par ces fameux conflits, on parle de l'Amérique du Sud avec le Nicaragua, avec les sandinistes, il y a tout un tas de conflits comme ça qui ont eu. Aujourd'hui, toutes les régions du monde sont pacifiées, bon, en Ukraine et puis en Yougoslavie, qui ont lieu en Europe, enfin c'est pas beaucoup en 80 ans, mais en dehors de ces deux conflits majeurs, l'Europe a toujours été en paix pendant 80 ans. En Amérique du Sud, depuis la fin des dictatures d'extrême droite, c'est relativement stabilisé, c'est en paix, il n'y a plus de guerre civile, il y a quasiment même plus de guérilla. En Asie, ils ont depuis, il y a quelques instabilités légères politiques, mais il n'y a plus de guerre du tout. Depuis 75, depuis la chute de Saigon au Vietnam, les guerres se sont arrêtées il y a 50 ans, et les conflits ont toujours perduré en Afrique, et se sont accélérés. Avec l'AES, on en a déjà parlé, je pense, avec des pays comme le Soudan, la Somalie, qui sont des pays qui sont littéralement atomisés, qu'on a divisés, avec des risques frontaliers entre l'Égypte et l'Éthiopie pour la question du barrage de la Renaissance, avec des confrontations directes potentielles entre des grandes puissances africaines qui ne s'entendent pas, particulièrement sur l'Afrique du Sud par exemple, au niveau de la RDC, avec les problématiques frontalières avec le Rwanda. Il y a tout un tas de zones de tension comme celle-là qui peuvent être parfaitement alimentées par des facteurs étrangers, par des corps étrangers qui sont d'un côté les Russes et les Chinois qui ont les intérêts en Afrique, et de l'autre côté les Américains et le reste de l'Occident qui ont les intérêts en Afrique. Donc c'est des foyers de tension qui peuvent être alimentés, et malheureusement, je pense aujourd'hui, je m'inquiète d'ailleurs de cela, que l'Afrique sera, on voit la Libye, ce qui s'est passé, sera la cible prioritaire de ces grands blocs Est et Ouest qui vont s'affronter évidemment, par alliés interposés. Donc c'est vrai que l'Afrique redevient un foyer de tension, et le risque, si les Africains n'en ont pas conscience, c'est qu'ils seront clairement les jouets de cette tension. Ils seront les instruments d'une guerre à distance, d'une guerre qui ne dit pas son nom, mais un retour de guerre froide. Aujourd'hui, on peut comprendre que c'est bien la guerre froide qui est de retour. Gamal, d'avoir été d'un autre le temps de cette réflexion. Demain, ça sera le 25 février, pardon, on entrera donc clairement dans la 5e année de cette guerre qui sévit donc du côté de l'Ukraine. Gamal, merci d'avoir été d'un autre le temps de cette réflexion. Merci beaucoup à vous et excellente soirée à vous. Allez, Au revoir. merci à vous, chers messieurs, d'avoir disposé du temps, de l'espace, à l'effet de nous éclairer autour donc de ce conflit qui dure depuis 4 ans à désormais avec des conséquences qui vont donc, bien entendu, au-delà du seul territoire ukrainien. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis en rang serré. C'est ici que se referme cette édition du Grand Débat International. Bonne soirée à tous.